Imaginez l'effroi absolu. Vous reprenez conscience, mais vos yeux refusent de s'ouvrir. Vos poumons cherchent l'air, mais ne trouvent qu'une odeur de bois verni et de terre humide. Vous essayez de crier, mais vos cordes vocales sont paralysées. C'est exactement ce qu'a ressenti Juliette, enfermée vivante dans une boîte macabre. Préparez-vous à plonger dans une histoire de trahison implacable où les masques tombent au bord de la tombe et où la vengeance devient une question de survie. Juliette, 29 ans, était l'héritière d'un prestigieux domaine viticole près de Bordeaux. Après la perte tragique de ses parents, elle avait trouvé du réconfort dans les bras d'Antoine, un homme charmant, élégant, mais secrètement dévoré par l'ambition. Leur mariage semblait parfait, une façade lisse que le monde entier enviait. Chloé, sa meilleure amie depuis l'université, complétait ce tableau idéal. Mais derrière les sourires de façade et les dîners mondains, une machination mortelle se préparait. La veille de son anniversaire de mariage, après avoir partagé un grand cru exceptionnel avec Antoine, Juliette s'était endormie paisiblement. Elle ignorait que ce sommeil devait être le dernier, orchestré par ceux qu'elle chérissait le plus au monde. L'obscurité totale l'enveloppait comme un linceul de velours glacé. Juliette reprit conscience avec une lenteur douloureuse, l'esprit embrumé par des vapeurs toxiques. Un goût amer, semblable à celui de l'amande pillée, brûlait encore l'arrière de sa gorge asséchée. Elle voulut porter la main à son front, mais ses doigts heurtèrent une surface rigide et capitonnée. La panique monta en elle, une vague froide et écrasante qui lui coupa le souffle. Ses jambes étaient bloquées. Ses épaules touchaient des parois étroites. La réalité la frappa avec la violence d'un coup de poing. Elle était allongée dans un espace minuscule, privée de lumière et presque vide d'oxygène. L'effet des barbituriques circulait encore dans ses veines, rendant ses muscles lourds comme du plomb. Elle essaya de hurler, de supplier, mais seul un râle pitoyable franchit ses lèvres engourdies. La terreur pure dilatait ses pupilles dans le noir absolu. Elle comprit l'impensable cruauté de sa situation. Quelqu'un l'avait droguée, mise en bière, et la conduisait vers sa dernière demeure. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes, menaçant d'exploser sous la pression de cette angoisse indescriptible. Chaque seconde semblait une éternité de torture psychologique. Soudain, le mouvement perpétuel s'arrêta. Le fourgon funéraire stoppa brutalement, la secouant contre les parois de sa prison de satin. Le silence qui suivit fut plus terrifiant encore que le grondement du moteur. Juliette tendit l'oreille, les sens aiguisés par l'instinct de survie. Elle entendit le grincement lourd des portes arrière qui s'ouvraient. Des voix masculines résonnèrent, étouffées par l'épaisseur du bois et le métal des poignées. On la souleva. Le cercueil bascula légèrement, lui donnant la nausée. Elle sentit le balancement caractéristique d'un brancard roulant sur des graviers irréguliers. C'était l'allée d'un cimetière. L'air froid de l'automne français, filtré à peine par une infime fissure du couvercle. Elle rassembla toutes ses forces psychologiques pour tenter de bouger, de donner un coup de pied, de signaler sa présence, mais son corps refusait obstinément d'obéir. Les toxines la maintenaient dans un état de catalepsie terrifiant. Le cercueil fut posé sur des tréteaux avec un bruit sourd. Des sangles frottèrent contre le bois. Il s'apprêtait à la descendre dans le trou. La peur de l'asphyxie lente sous des tonnes de terre la rendait folle. Elle priait silencieusement pour un miracle, pour une erreur, pour n'importe quoi qui arrêterait cette folie meurtrière. Posez-la ici, doucement. Cette voix, ce timbre élégant et légèrement grave. Juliette sentit son sang se glacer dans ses veines. C'était Antoine, son mari, l'homme qui lui jurait un amour éternel chaque matin. Son esprit se raccrocha d'abord à l'idée d'une blague macabre. Antoine aimait l'humour noir, les surprises élaborées, les frissons. Peut-être était-ce une mise en scène tordue pour Halloween, mais la tonalité froide de sa voix balaya tous ses espoirs. Il n'y avait aucune malice, juste une satisfaction clinique. Juliette sentit une larme brûlante glisser le long de sa tempe pour mourir dans ses cheveux. L'homme de sa vie supervisait son enterrement avec le calme d'un chef d'entreprise gérant une banale livraison. Elle écoutait sa respiration depuis l'intérieur de la boîte, incapable de se manifester. La trahison était si profonde, si absolue, qu'elle éclipsait presque la terreur de mourir. Pourquoi ?
Comment l'homme qui l'avait serré dans ses bras la veille pouvait-il se tenir à 1 mètre de sa tombe avec tant d'indifférence? Le choc émotionnel luttait contre la sédation chimique. Elle voulait briser le bois, surgir et le regarder dans les yeux pour lire la vérité dans son regard meurtrier. Enfin, cette idiote est à sa place. Une deuxième voix déchira le silence, féminine, aiguë, teintée d'un mépris aristocratique. Chloé, sa meilleure amie, sa confidente, celle avec qui elle partageait tous ses secrets depuis l'université. Le monde de Juliette s'effondra définitivement. Le puzzle macabre prenait forme dans son esprit embrouillé. Antoine et Chloé, les deux piliers de son existence, étaient amants. Il ne l'avait jamais aimée. Il la tolérait, il l'observait. Ils attendaient leur heure. Tout n'était qu'une vaste comédie jouée pour mettre la main sur la fortune colossale de sa famille et le domaine viticole bordelais. L'écho d'un baiser échangé, juste au-dessus du cercueil, la fit frissonner de dégoût. Chloé ricanait doucement, savourant sa victoire. Juliette réalisa qu'elle n'avait été qu'un obstacle sur leur chemin. Une naïveté coupable l'avait aveuglée pendant des années. La douleur de cette double trahison était une lame enfoncée dans sa poitrine. Une colère noire, sourde, commença à remplacer la panique. Si par miracle elle survivait à cet enfer, elle se promettait de les détruire avec une cruauté égale à celle qu'ils lui infligeaient aujourd'hui. Elle mémorisa chaque syllabe, chaque rire étouffé, gravant leur culpabilité dans son âme meurtrie. « Tu te rends compte de la chance que nous avons » murmura Antoine, sa voix vibrante d'excitation. Son vieux père a eu la décence de mourir l'année dernière, sinon il aurait fallu s'occuper du vieux schnock aussi. Juliette serra virtuellement les poings, bien que ses doigts réels restent inertes sur sa poitrine croisée. Oser parler de son père bien-aimé avec un tel cynisme. La haine grandissait en elle, devenant son unique bouée de sauvetage psychologique. Soudain, un aboiement grave et insistant rompit la conversation morbide des amants criminels. Un chien reniflait frénétiquement le bord du cercueil. Gaston, le vieux chien de garde du cimetière, grognait et grattait la terre à proximité. « Faites taire ce stupide clébard !» s'énerva Chloé, perdant son calme chic. « Nous sommes censés être en deuil, bon sang !» Une voix âgée et éraillée intervint alors. « Veuillez m'excuser, madame, monsieur, Gaston est un peu nerveux aujourd'hui. » C'était Marcel, le vieux fossoyeur du village, un homme brisé par la vie, connu pour sa discrétion et son travail acharné. Juliette pria pour que le chien continue, pour qu'il alerte ce vieil homme de l'anomalie qui se trouvait dans cette boîte de pain verni. Le chien aboyait avec la fureur de la vérité. L'effet des toxines était un supplice. Juliette sentait son esprit tourner à plein régime, clair et affûté par l'adrénaline, mais son enveloppe charnelle refusait obstinément d'agir. C'était le syndrome d'enfermement dans sa forme la plus cauchemardesque. Elle se concentra sur sa respiration, un souffle minuscule, presque imperceptible, pour économiser le peu d'oxygène qui lui restait. Elle comprenait maintenant pourquoi Antoine n'avait convié personne d'autre à cette cérémonie expresse. Pas de grande famille, pas d'amis lointains, juste eux deux, jouant les endeuillés dignes devant des employés de pompe funèbre pressés. Il avait dû utiliser ses relations et son argent pour accélérer les démarches, éviter l'autopsie, prétexter une crise cardiaque foudroyante due au chagrin de la perte de son père. Tout était calculé avec une précision diabolique. Le médecin de famille, un vieil ami d'Antoine, avait dû signer le certificat de décès sans poser de questions, manipulée ou corrompue. Elle était officiellement morte aux yeux de la République. La sève de la vengeance coulait désormais dans ses veines glacées. Elle ne pleurait plus de désespoir, elle pleurait de rage, une rage pure, absolue, qui exigeait réparation immédiate. « Bon, on accélère le mouvement, » ordonna Antoine aux ouvriers. « Le vent se lève et mon épouse n'aurait pas aimé traîner ici. » L'ironie morbide de sa phrase donna la nausée à Juliette. Les sangles grincèrent. Le cercueil commença sa descente vertigineuse vers le fond de la fosse. Le bruit du bois raclant contre les parois de terre argileuse résonna comme un glas. Le choc final contre le sol humide lui arracha un gémissement intérieur. Ensuite, le bruit que redoutent tous les vivants. Le premier jet de terre lourd, humide, frappant le couvercle avec un fracas assourdissant. Bam! Puis un deuxième.
Bam! La lumière infime disparut totalement. Les ténèbres absolues régnaient en maître. Elle entendit les bruits de pas s'éloigner sur les graviers. Antoine et Chloé partaient sabler le champagne de leur victoire. Elle restait là, 6 pieds sous terre, abandonnée au verre et à l'oubli. L'air devenait lourd, chargé en dioxyde de carbone. Ses poumons brûlaient. Elle essayait de ralentir son rythme cardiaque pour survivre quelques minutes de plus. Le bruit des pelles jetant la terre s'estompa peu à peu, remplacé par le silence lourd de la tombe. C'était la fin, la dernière scène de sa vie luxueuse et pathétique. Elle ferma les yeux, attendant que le manque d'oxygène l'emporte. À la surface, Marcel, le vieux fossoyeur aux mains noueuses, reprenait son souffle en s'appuyant sur sa pelle. Son jeune apprenti, Lucas, rangeait déjà ses outils. « Une cérémonie bien étrange, patron », marmonna le jeune homme. Pas une larme, pas une fleur. C'est à se demander s'il la connaissait, la pauvre dame. Marcel hocha la tête en regardant la voiture de luxe s'éloigner sur la route de campagne. Les riches ont des façons bien bizarres de porter le deuil gamin. Rentre chez toi, je finis de niveler la terre. Lucas partit, laissant le vieil homme seul dans la brume naissante. C'est alors que Gaston, le gros chien noir, échappa à sa corde. Il bondit dans la fosse à moitié rebouchée et se mit à gratter frénétiquement la terre meuble qui recouvrait le cercueil. Il hurlait à la mort, un son lugubre qui donnait la chair de poule. « Mais arrête, sale bête, tu vas abîmer le vernis !» cria Marcel en descendant lourdement dans le trou. Mais Gaston ne l'écoutait pas. Ses pattes puissantes dégagèrent la terre à une vitesse folle. Il pleurnichait en grattant le bois. Marcel s'arrêta net. Ses poils se hérissèrent. En 40 ans de métier, son chien n'avait jamais réagi ainsi. Il y avait quelque chose de vivant là-dessous. Le doute s'insinua dans l'esprit du vieillard. Marcel empoigna sa pelle avec une énergie nouvelle. Il dégagea rapidement la terre que le chien lui indiquait. Sous terre, Juliette perçut le changement de rythme. Ce n'était plus le bruit sourd de l'enfouissement, mais le raclement frénétique d'une lame métallique cherchant à libérer le bois. L'oxygène lui manquait cruellement. Des étoiles dansaient devant ses yeux aveugles. Elle mobilisa l'infime particule d'énergie vitale qui lui restait et réussit à émettre un gémissement faible, un son guttural qui traversa l'interstice du cercueil. Marcel se figea. Il l'avait entendu. Ce n'était pas le bois qui travaillait, c'était une voix humaine. « Doux Jésus !» murmura le vieil homme en se signant précipitamment. Il attrapa un pied de biche dans sa caisse à outils et l'inséra sous le couvercle avec la force du désespoir. Le bois craqua, les clous cédèrent dans un gémissement strident. Le couvercle se souleva dans un souffle d'air vicié. La lumière grise de la fin d'après-midi frappa le visage blême de Juliette. Marcel recula d'un pas, terrifié, prêt à faire un arrêt cardiaque. Face à lui, la défunte venait d'ouvrir 2 grands yeux terrifiés, injectés de sang. La poitrine de la jeune femme se souleva dans une inspiration rauque et désespérée. Elle était vivante. « Sainte Vierge Marie !» s'exclama Marcel, tombant presque à la renverse dans la fosse boueuse. Juliette toussa violemment, crachant l'air empoisonné de sa prison de bois. Elle leva une main tremblante, cherchant un appui. « Aidez-moi, s'il vous plaît !» croissa-t-elle, sa voix brisée par l'effort et la soif. Marcel, surmontant sa terreur superstitieuse, attrapa les épaules de la jeune femme et la tira hors du satin funéraire. Ses muscles engourdis refusaient de la porter. Elle s'effondra contre la poitrine du fossoyeur, respirant l'odeur de tabac froid et de terre humide de son vieux manteau de laine. Gaston léchait frénétiquement les mains glacées de Juliette. « Il faut appeler les urgences, la gendarmerie », paniqua le vieil homme en cherchant son vieux téléphone portable dans sa poche. « Non !» hurla Juliette avec une force insoupçonnée, s'agrippant à sa manche. « Surtout pas, c'est mon mari qui m'a mise ici. S'il sait que je suis en vie, il finira le travail. » Marcel la regarda, abasourdi par l'horreur de cette révélation. Le regard fou et désespéré de la jeune femme le convainquit. Il hocha lentement la tête. « Allez, venez dans ma cabane, on va vous réchauffer, et on fermera ce maudit trou comme si de rien n'était. » La cabane de Marcel était un havre de paix rustique. Un feu de bois crépitait dans le poêle en fonte, diffusant une chaleur bienfaitrice qui ramenait la couleur sur les joues de Juliette.
Assise sur un vieux fauteuil en velours usé, recouverte d'une couverture écossaise, elle buvait à petites gorgées une infusion de thym brûlante. Marcel, assis en face d'elle, taillait un bout de bois, l'écoutant raconter son effroyable calvaire. L'empoisonnement au vin, la trahison de Chloé, l'héritage convoité. « C'est le diable en personne, votre mari !» cracha le fossoyeur en jetant un regard noir vers la fenêtre qui donnait sur les tombes. Juliette serra sa tasse, ses phalanges blanchissant sous l'effort. « Je suis riche, Marcel, très riche. Ils croient avoir gagné, mais ils viennent de créer leur pire cauchemar. J'ai besoin de vous. Aidez-moi à les confondre, et je vous mettrai à l'abri du besoin pour le restant de vos jours. » Le vieil homme regarda la jeune femme si fragile en apparence, mais dont les yeux brûlaient d'une détermination féroce. Il pensa à sa propre vie, à ses dettes, à son chien. « Je n'ai jamais eu peur de la mort, petite dame, ni de ceux qui la donnent. Que devons-nous faire ?» Juliette esquissa un sourire qui n'avait plus rien de doux. « Nous allons les piéger. » Le plan était audacieux et nécessitait des nerfs d'acier. Le lendemain matin, l'esprit de Juliette était clair et sa colère structurée. Elle dicta les instructions à Marcel. Le vieil homme, malgré ses mains tremblantes, composa le numéro d'Antoine. Le téléphone sonna plusieurs fois, avant que la voix arrogante du mari n'annonce sa présence. « Monsieur, ici Marcel, le fossoyeur de la petite commune. J'ai un gros problème avec la tombe de votre épouse. Hier soir, en finissant de reboucher, j'ai entendu comme des grattements. Le silence à l'autre bout de la ligne fut assourdissant. Antoine était pétrifié. Je n'ai rien dit à la gendarmerie, continua Marcel en lisant les notes de Juliette. Mais j'ai ouvert. Je sais ce que vous avez fait. Si vous voulez que cette affaire reste enfouie sous 6 pieds de terre, il va falloir me dédommager. 50 000 € en liquide. Ce soir, à 18h, dans ma cabane au cimetière. Et venez seul. Sans attendre la réponse, Marcel raccrocha. Son cœur battait la chamade. « Il a mordu à l'hameçon ?» demanda Juliette, tapie dans l'ombre de la pièce. « Il va venir. C'est un lâche. Il viendra acheter mon silence, » confirma le vieil homme, impressionné par le génie tactique de sa protégée. À 17h30, l'atmosphère autour du cimetière était électrique. Juliette n'avait rien laissé au hasard. Pendant la journée, Marcel s'était rendu au poste de gendarmerie pour parler au capitaine Renard, un homme intègre avec qui il buvait parfois un café. L'histoire était trop énorme pour ne pas être vérifiée. 2 gendarmes armés étaient désormais cachés dans l'arrière-boutique de la cabane, silencieux comme des ombres. Juliette se tenait derrière la porte de la chambre, le souffle court, serrant les poings. À 18h précises, le crissement familier des pneus d'une berline allemande déchira le silence de la campagne. La portière claqua sèchement. Antoine s'avança dans l'allée, une mallette en cuir à la main, jetant des regards paranoïaques autour de lui. Il frappa à la porte de la cabane avec une brutalité contenue. Marcel ouvrit lentement. « Entrez, monsieur. » Antoine pénétra dans la petite pièce éclairée par une ampoule jaune et crue. Son visage était fermé, les traits tirés par l'insomnie. Il jeta la mallette sur la table de bois avec mépris. « Voilà l'argent, vieux fou. Compte-le si tu veux. Mais si jamais un mot sort de ta bouche édentée, tu finiras dans le même trou que ma femme. » Marcel soutint son regard avec un courage qu'il ignorait posséder. « Pourquoi avez-vous fait ça à une si gentille fille ?» demanda-t-il d'une voix faussement chevrotante pour l'encourager à parler. Antoine eut un rire sec et méchant. « Gentille ? Elle était surtout stupide et naïve. Elle passait son temps à choyer ses vignes et ses employés pendant que je mourais d'ennui. Son domaine vaut des millions. Elle n'était qu'un obstacle entre Chloé, sa fortune et moi. Une dose de poison dans son pomérol et le tour était joué. Dommage qu'elle se soit réveillée, mais bon, la terre s'est chargée du reste. » Les aveux étaient parfaits, clairs, enregistrés non seulement par les micros des gendarmes, mais aussi par les tympans des témoins. À ce moment précis, la porte de la chambre s'ouvrit dans un grincement théâtral. Juliette apparut dans l'encadrement, le visage pâle, vêtue des mêmes vêtements sombres qu'elle portait dans le cercueil. Ses yeux lançaient des éclairs de fureur vengeresse. Antoine se figea, le teint virant au cendré, comme s'il voyait un spectre. « Bonsoir, mon amour, » murmura-t-elle avec une froideur glaciale. « Tu as oublié de vérifier mon pouls. » Avant qu'il ne puisse réagir, elle avança vivement et le gifla avec toute la force de sa haine. Le bruit claqua comme un coup de fouet.
Le choc de la gifle déséquilibra Antoine, mais l'instinct de fuite reprit vite le dessus. Comprenant que son piège s'était refermé, il pivota sur les talons, bousculant violemment Marcel pour atteindre la sortie. Mais Gaston, fidèle au poste, bondit en grognant, bloquant l'accès à la porte. Au même instant, les 2 gendarmes jaillirent de l'arrière-boutique, armes au poing. « Gendarmerie nationale, ne bougez plus !» hurla le capitaine Renard. Antoine, blême et tremblant, leva lentement les mains, l'arrogance totalement effacée de son visage vaincu. Les menottes cliquetèrent autour de ses poignets, signant la fin de son règne de terreur. Quelques heures plus tard, au commissariat, la scène était pathétique. Chloé, arrêtée dans sa luxueuse garçonnière parisienne, tentait de jouer la comédie. Elle pleurait des larmes de crocodile devant le bureau du juge. « Juliette, je t'en supplie, c'est lui, il m'a forcée, il me manipulait. » Sanglotait-elle en voyant son ancienne amie passer dans le couloir. Juliette s'arrêta, l'observa de la tête aux pieds avec un mépris insondable. « Tu pleures très mal, Chloé. Garde tes larmes pour ta cellule. La literie y est moins confortable qu'au domaine. » Elle tourna les talons, savourant sa victoire implacable. De retour dans son immense propriété viticole, Juliette ressentit un vide étrange. Les domestiques, abasourdis par le scandale qui faisait la une de la presse locale, l'accueillaient comme un fantôme revenu d'outre-tombe. Elle déambulait dans les longs couloirs de la Bastide, regardant les portraits de ses ancêtres. Elle avait frôlé la mort, mais elle se sentait plus vivante que jamais. La purge était faite. Elle était seule, maîtresse de son empire, mais une dette immense pesait sur son cœur. Sans Marcel et son fidèle Gaston, elle ne serait qu'un cadavre pourrissant sous la terre. Elle devait réparer cette injustice cosmique. L'argent promis n'était pas suffisant. Elle voulait changer la vie de cet homme modeste qui avait risqué la sienne pour la sauver. Elle prit les clés de son SUV et roula vers le cimetière. Elle trouva Marcel en train de brosser le pelage noir de Gaston devant sa cabane. « Monsieur Marcel, commença-t-elle doucement en s'asseyant sur le banc de pierre à ses côtés, vous avez refusé mon chèque hier. C'est inacceptable. Je vous dois la vie. Dites-moi ce qui vous manque. Dites-moi ce qui vous ferait pleurer de joie. Je suis prête à remuer ciel et terre pour vous l'offrir. » Le vieil homme baissa les yeux, tripotant nerveusement sa casquette en tweed. Il soupira longuement, le regard perdu vers les tombes les plus anciennes. « Mon argent ne ramènera pas ce que j'ai perdu, Madame Juliette. Il y a 7 ans, mon fils unique, Arthur, est parti travailler comme bûcheron dans les montagnes d'Auvergne. Il était jeune, impétueux, et puis, un jour, plus de nouvelles. La police a mené l'enquête, mais sans résultat. Les gens disent qu'il a refait sa vie à l'étranger, d'autres qu'il est tombé dans un ravin. Ne pas savoir, c'est pire que de l'enterrer. » Juliette posa une main douce sur l'épaule du fossoyeur. La tristesse du vieil homme résonna profondément en elle. Elle comprenait la perte, la trahison de la vie. « Marcel, je vous fais le serment solennel de retrouver Arthur. Vivant ou mort, vous saurez la vérité. » Elle ne perdit pas une seconde. Dès son retour au domaine, elle contacta les meilleures agences de détectives privées de France, mettant des ressources financières illimitées à leur disposition. Des équipes furent envoyées en Auvergne, épluchant les registres, interrogeant les locaux, fouillant les archives hospitalières. Le compte à rebours de l'espoir était lancé. La puissance de l'argent alliée à la détermination finit par briser le mur du silence. 3 semaines plus tard, un détective chevronné déposa un dossier épais sur le bureau en chêne de Juliette. Il y avait des photos. Arthur n'était ni mort ni parti à l'étranger. Il avait été victime d'un terrible accident de travail, écrasé par un tronc d'arbre dans une zone isolée, gravement blessé à la colonne vertébrale, sans papier sur lui lors de l'accident et souffrant d'amnésie traumatique. Il avait été placé sous tutelle de l'État dans un établissement rural pour grands handicapés. L'administration, lente et engorgée, n'avait jamais fait le lien avec la disparition signalée à l'autre bout de la France. Juliette regarda la photo de l'homme sur son fauteuil roulant. Il avait le regard triste de son père. Son cœur se serra. Sans perdre une minute, elle affréta un hélicoptère privé. Elle alla chercher Marcel au cimetière, le tirant presque par la manche. « Lâchez cette pelle, Marcel. Mettez votre beau costume. Nous partons en Auvergne. Je l'ai trouvé. Il est vivant. »
Le visage du fossoyeur se décomposa sous le choc de l'émotion avant de fondre en larmes de joie. L'établissement où séjournait Arthur était sinistre, un bâtiment grisâtre perdu dans la brume des volcans. Les couloirs sentaient l'antiseptique bon marché et l'abandon. Juliette, tenant le bras tremblant de Marcel, fut conduite par une infirmière jusqu'à une chambre partagée. Près de la fenêtre, regardant la pluie tomber, un homme en fauteuil roulant tournait le dos à la porte. « Arthur » murmura Marcel, la voix brisée par l'émotion. L'homme tourna lentement la tête. Ses traits tirés s'illuminèrent d'une incompréhension soudaine, puis d'une reconnaissance foudroyante. « Papa ?» La scène qui suivit arracha des larmes à Juliette. Le vieux fossoyeur se précipita pour enlacer son fils infirme, sanglotant bruyamment contre son épaule. Les années de séparation, de douleur et de doute s'effaçaient dans cette étreinte désespérée. « Je croyais que tu m'avais oublié, » murmura Arthur en pleurant. « Jamais, mon garçon, jamais. » Répondait Marcel en lui embrassant le front. Juliette s'approcha doucement de l'infirmière-chef. « Préparez ses affaires. Il quitte cet endroit lugubre aujourd'hui même. Je m'occupe de tous les frais de transfert. Je veux qu'il soit admis dans la meilleure clinique neurologique de Lyon dès ce soir. » La clinique privée des Hauts-de-Lyon était un joyau de la médecine moderne. Le professeur Laurent, l'un des meilleurs neurochirurgiens d'Europe, étudiait les IRM d'Arthur avec une attention fascinée. Juliette et Marcel attendaient anxieusement son verdict dans le bureau feutré. « Il y a de l'espoir, » annonça enfin le professeur en ajustant ses lunettes. « La moelle épinière n'est pas totalement sectionnée, mais sévèrement compressée. Avec une intervention chirurgicale lourde et plusieurs mois de rééducation intensive, il pourrait retrouver l'usage de ses jambes. Le coût sera astronomique, mais les chances de réussite sont de 70%. Juliette sortit immédiatement son chéquier. « Programmez l'opération, professeur. L'argent n'est absolument pas un problème. » L'intervention fut programmée en urgence pour le lendemain matin. La nuit précédant l'opération fut longue. Juliette resta auprès de Marcel et Arthur, jouant aux cartes, tentant de détendre l'atmosphère. Arthur, fasciné par cette femme élégante qui sauvait leur vie, la remerciait du regard. L'opération débuta à l'aube. Dans la salle d'attente baignée de lumière froide, les heures s'étiraient comme des siècles. Marcel priait en serrant son chapelet. Soudain, la porte battante des urgences s'ouvrit à la volée. Une infirmière apparut, le visage tendu. « Nous avons une hémorragie imprévue. Le patient perd beaucoup de sang. Il est O négatif. Notre stock de ce groupe rare est à sec suite à un accident de la route la nuit dernière. Quelqu'un ici est-il de sa famille avec le même groupe sanguin ?» Marcel, désemparé, secoua la tête. « Je suis A positif. Je ne suis pas compatible. » Le désespoir se peignit sur son visage. Juliette bondit de sa chaise, enlevant sa veste de tailleur. « Je suis O négatif. Prenez mon sang, dépêchez-vous. » L'infirmière la regarda avec soulagement. « Venez vite, madame. » Dans la salle de prélèvement, alors que la machine pompait le sang vital de Juliette, un médecin biologiste fronça les sourcils en vérifiant les étiquettes. « C'est incroyable, » murmura-t-il. Le profil antigénique est d'une similitude troublante. « Vous êtes certaine de n'avoir aucun lien de parenté direct avec le patient ?» Juliette, pâle, le regarda avec incompréhension. « C'est le fils de mon fossoyeur. Impossible que nous soyons de la même famille. » Le médecin hocha la tête, mais garda une lueur de doute dans les yeux. L'opération fut un succès. Arthur était hors de danger, grâce à la transfusion in extremis de Juliette. Quelques jours plus tard, alors que la convalescence se passait au mieux, le professeur Laurent demanda à voir Juliette et Marcel dans son bureau. Il semblait mal à l'aise, tenant une enveloppe scellée. « Madame, monsieur, j'ai pris la liberté, au vu des anomalies sanguines constatées lors de la transfusion, d'ordonner un test ADN de routine. Je dois vous informer d'une réalité bouleversante. » Il ouvrit l'enveloppe. « Marcel, Juliette, l'ADN prouve formellement que vous êtes le père biologique de Juliette et qu'Arthur n'est pas votre fils biologique. » Le choc fut tel que Marcel dut s'asseoir. Juliette sentit la pièce tourner. Comment était-ce possible? Les explications remontèrent à près de 30 ans.
Dans la petite clinique rurale où la femme de Marcel et la mère de Juliette avaient accouché le même jour, un incendie dramatique avait provoqué une évacuation chaotique. Dans la panique, les bracelets des nourrissons avaient été inversés. Juliette, l'enfant du fossoyeur, avait été élevée dans la soie par de riches viticulteurs. Arthur, l'héritier du domaine, avait vécu dans la pauvreté. Le destin les avait réunis de la manière la plus cruelle et la plus belle qui soit. La révélation de ce lien de sang transforma leur gratitude en un amour familial inébranlable. Juliette refusa de changer quoi que ce soit à l'ordre des choses. Pour elle, Marcel était désormais son père de cœur et de sang, et Arthur son frère bien-aimé. Elle acheta une magnifique demeure de plain-pied, adaptée au fauteuil d'Arthur et proche de ses vignobles, pour que la famille soit enfin réunie. Les mois passèrent, doux et réparateurs. Arthur commençait à retrouver la sensibilité de ses jambes grâce à la rééducation. Mais l'ombre de la tragédie n'avait pas complètement disparu. Un matin gris de novembre, le téléphone de Juliette sonna. C'était le capitaine Renard. « Juliette, écoutez-moi attentivement. Lors d'un transfert entre la prison de Bordeaux et un centre de haute sécurité, le fourgon pénitentiaire a été attaqué. Antoine et 2 complices dangereux se sont évadés dans la nature. Nous les recherchons activement, mais vous devez vous mettre en sécurité. Il veut se venger. » La terreur glaciale de la tombe remonta le long de la colonne vertébrale de Juliette. La bête était en liberté et elle connaissait sa proie. La paranoïa s'installa au domaine viticole. Juliette ordonna le renforcement immédiat des clôtures et l'installation de caméras thermiques. Sur les conseils du capitaine Renard, elle fit appel à une agence de sécurité privée pour recruter un garde du corps personnel. C'est ainsi que Maxime entra dans sa vie. Ancien pompier de Paris ayant survécu au feu infernal d'un entrepôt, il mesurait près d'1,90 m et possédait la carrure d'un rugbyman. Son visage portait les stigmates de son héroïsme. De sévères cicatrices de brûlures balafraient sa joue gauche et son cou. « Ne faites pas attention aux cicatrices, madame, » lui dit-il d'une voix calme et profonde lors de leur première rencontre. « Elles sont la preuve que je ne recule jamais devant les flammes, ni devant le danger. » Son professionnalisme froid et son aura protectrice rassurèrent immédiatement Juliette. Maxime s'installa dans la chambre d'amis, au rez-de-chaussée. Il devint son ombre, l'accompagnant dans ses déplacements, vérifiant chaque colis, scrutant l'horizon. La menace d'Antoine planait, mais la présence imposante de Maxime permettait à Juliette de retrouver un semblant de sommeil. Au fil des semaines d'enfermement sécuritaire, la relation stricte entre l'héritière et son protecteur commença à évoluer. Maxime n'était pas qu'une montagne de muscles taciturnes. Derrière ses cicatrices se cachait un homme cultivé, brisé par le départ de sa femme qui n'avait pas supporté sa défiguration après l'incendie. Juliette, blessée par la trahison de son propre mariage, trouva en lui une âme sœur. Les soirées à surveiller les moniteurs de sécurité se transformèrent en longues discussions au coin du feu, un verre de Saint-Émilion à la main. Maxime l'écoutait sans la juger, et Juliette voyait au-delà de sa peau marquée. Elle voyait l'homme courageux, loyal jusqu'à la mort. Une tension électrique, chargée d'un désir inavoué, s'installait entre eux. Maxime s'efforçait de maintenir une distance professionnelle, conscient de sa position d'employé et de son apparence qu'il jugeait monstrueuse. Mais, un soir, alors qu'un orage violent faisait trembler les vitres du domaine, Juliette s'approcha de lui et posa délicatement sa main sur sa joue balafrée. « Tes cicatrices sont belles, » murmura-t-elle. « Elles racontent que tu es un survivant, tout comme moi. » Il la regarda bouleversé et laissa tomber ses barrières. Pour fuir la pression étouffante de la menace d'Antoine et vivre leur amour naissant, Maxime organisa un week-end dans un chalet ultra sécurisé près du lac d'Annecy. La bâtisse, nichée dans les montagnes, était un fort inexpugnable. Loin du monde, face à l'eau cristalline et aux sommets enneigés, ils s'abandonnèrent à leur passion. Ce fut un week-end de révélation. Juliette découvrit une tendresse infinie dans les bras de ce colosse abîmé par le feu. Elle se sentait enfin vivante, aimée pour ce qu'elle était réellement, et non pour son compte en banque. Ils parlèrent d'avenir, de famille, oubliant un instant l'évadé qui rôdait dans l'ombre.
Maxime jura de la protéger, même si cela devait lui coûter la vie. Mais le bonheur est une chose fragile quand on est traqué. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Antoine, utilisant ses anciens contacts dans le milieu criminel, avait réussi à corrompre un membre de l'agence de sécurité pour obtenir la localisation du chalet. Alors que les amants faisaient leur bagage pour rentrer à Bordeaux, le mal se préparait à frapper. Le ciel d'Annecy se couvrit de nuages sombres, annonçant la tempête. Il venait tout juste de franchir le portail de la propriété bordelaise quand l'enfer se déchaîna. Les phares de la voiture éclairèrent 3 ombres massives postées devant la porte d'entrée. Antoine, armé d'un fusil à pompe, accompagné de ses codétenus. « Reste dans la voiture, verrouille tout !» hurla Maxime en sortant son arme de service. Il plongea derrière un muret, alors que le premier coup de feu brisait le pare-brise. Juliette hurla de terreur, plaquée contre le plancher du véhicule. La fusillade éclata dans la nuit. Maxime, entraîné au combat, neutralisa rapidement les 2 complices avec une précision chirurgicale. Mais Antoine, fou de rage et déterminé à finir ce qu'il avait commencé au cimetière, chargea aveuglément. Maxime se dressa pour protéger la voiture de Juliette. Au moment où il désarma Antoine d'un coup de pied magistral, ce dernier sortit un couteau de chasse de sa botte et le planta sauvagement dans le flanc de Maxime. Le géant s'effondra en grognant, mais dans un ultime effort surhumain, il frappa Antoine à la tempe avec la crosse de son pistolet. L'ex-mari tomba, inconscient. Le silence retomba, troublé seulement par le bruit des sirènes de gendarmerie approchant au loin. Maxime se vidait de son sang. Les urgences de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux grouillaient d'agitation. Juliette, couverte du sang de Maxime, pleurait de manière incontrôlable dans les bras de Marcel et Arthur, venus précipitamment. Antoine était menotté à un lit sous bonne garde, en route vers l'isolement total pour le reste de ses jours. Mais Juliette s'en moquait, sa seule préoccupation était l'homme qui se battait contre la mort dans le bloc opératoire. Le chirurgien sortit après 4 heures d'intervention interminable. L'hémorragie est stoppée, mais la lame a touché le foie. Il est plongé dans un coma artificiel. Les prochaines 48 heures seront décisives. Juliette s'effondra. Les jours qui suivirent furent une lente agonie psychologique. Elle passait ses journées et ses nuits au chevet de Maxime, tenant sa main inerte, lui racontant des histoires, le suppliant de revenir. C'est lors d'un malaise dans le couloir de l'hôpital qu'elle fit une prise de sang de contrôle. Le médecin urgentiste lui sourit avec douceur. « Madame, ce n'est pas le stress. Vous êtes enceinte de 6 semaines. » La nouvelle l'ébranla jusqu'au plus profond de son âme. Elle portait l'enfant de Maxime. Il devait vivre. Il n'avait pas le droit de l'abandonner maintenant. « Reviens-moi, mon amour. Tu vas être papa. Tu dois m'aider à lui apprendre le courage. » chuchotait-elle inlassablement à l'oreille de Maxime, posant la grande main inerte du colosse sur son ventre encore plat. Au 10e jour, alors que l'espoir s'amenuisait et que les machines bipaient de manière monotone, le miracle médical se produisit. Juliette sentit une légère pression sur ses doigts. Elle releva la tête en sursaut. Les paupières de Maxime frémirent, puis s'ouvrirent avec effort sur la lumière blanche de la chambre de réanimation. Ses yeux cherchèrent immédiatement le visage de Juliette. « Tu es en sécurité ?» furent ses premiers mots, la voix rauque par l'intubation récente. Les larmes de Juliette inondèrent le visage du blessé, alors qu'elle l'embrassait avec une passion désespérée. « Oui, mon amour, nous sommes en sécurité, et nous serons bientôt 3. » Le visage marqué de Maxime s'illumina d'un sourire que même la douleur physique ne pouvait effacer. Une larme coula sur sa joue cicatrisée. « Je ne te quitterai jamais, » murmura-t-il, promettant de vaincre la mort pour la femme qui lui avait rendu la vie. La famille de sang et de cœur, réunie autour du lit, partagea ce moment d'euphorie absolue. Le soleil déclinait doucement sur les vignes du domaine bordelais, teintant les feuilles d'or et de pourpre. 3 mois plus tard, la propriété était en fête. Sous une grande tente blanche ornée de fleurs sauvages, Juliette, radieuse dans une robe de mariée fluide dissimulant à peine ses premières rondeurs, disait oui à Maxime. Le garde du corps, majestueux dans son costume sur mesure, tenait la main de son épouse avec une tendresse infinie. Marcel, le fier grand-père en devenir,
avait versé sa petite larme en la conduisant à l'autel, tandis qu'Arthur, désormais capable de se tenir debout avec une canne, souriait largement en brandissant une coupe de champagne. Chloé et Antoine croupissaient en prison, effacés de leur mémoire. Les fantômes du passé étaient définitivement vaincus par la force de la résilience et de la vérité. Juliette regarda l'homme de sa vie, son protecteur, le père de son enfant. De la noirceur étouffante du cercueil, elle était renie à la lumière la plus éclatante. Ils s'embrassèrent sous les applaudissements chaleureux de leurs invités. La mort avait essayé de la prendre, mais l'amour l'avait rendue immortelle. Ainsi s'achève l'incroyable destinée de Juliette, revenue de la tombe pour déjouer le complot machiavélique de son mari et trouvant au passage sa véritable famille et l'amour de sa vie. Une preuve poignante que même dans l'obscurité la plus totale, une étincelle de volonté peut tout embraser. Si cette histoire de vengeance, de résilience et d'amour vous a fait frissonner, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains drames psychologiques intenses et laissez un commentaire. Et vous, que feriez-vous si vous découvriez la trahison ultime de la part de l'élu de votre cœur? Auriez-vous le courage de Juliette pour orchestrer une telle justice? Dites-le nous dans les commentaires.